Journal. Vous avez le droit à l'information et nous le devoir de vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information. Ouvrons ce téléjournal avec l'ouverture de la 13e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal qui s'est ouverte ce mercredi 6 octobre 2021 dans la salle de mariage de l'hôtel de ville sous la houlette du député-maire Jean-François Kondo. 4 affaires ont été inscrites à l'ordre du jour de cette session. Le compte-rendu y est relatif dans ce reportage. Suivez. Alors que le quorum des distingués conseillers était atteint, la 13e session ordinaire dite administrative pouvait commencer. Inscrite à l'ordre du jour, 4 affaires énumérées par le premier secrétaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, Stanislas Odzebe. Au cours de nos assises, nous aurons à délibérer pendant 10 jours sur les questions soumises à notre examen par le bureau exécutif. 3 affaires sont inscrites à l'ordre du jour, à savoir: affaire numéro 1, examen et adoption du projet de budget supplémentaire du conseil départemental et municipal, exercice 2021 et de la délibération s'y rapportant. Affaire numéro 2, examen et adoption du projet de délibération dénommant le rond-point Nelson Mandela en place du centenaire. Affaire numéro 3, examen et adoption du projet de délibération dénommant le rond-point d'Ilama en rond-point Nelson Mandela. Ces affaires sont confiées respectivement à la commission économie et finances pour la première et à la commission aménagement et affaires domaniales pour les 2 dernières. Cette 13e session ordinaire dite administrative du Conseil s'est ouverte dans un climat particulièrement morose au plan économique, financier et sanitaire, a évoqué dans son discours d'ouverture le député maire de la ville, Jean-François Kondo. Une façon pour le président du Conseil de lever l'équivoque sur la campagne saison sèche 2021 qui n'a pas été à la hauteur des attentes des populations. La 13e session ordinaire dite administrative de notre Conseil s'ouvre dans un climat général morose au plan économique, financier et d'angoisse, certaines au plan sanitaire en raison de la propagation de la pandémie à coronavirus Covid-19. En effet, la crise économique et financière que traverse notre pays a eu des effets collatéraux néfastes sur la vie des collectivités locales, au point où la campagne saison sèche 2021 n'a pas comblé nos attentes, encore moins celles de nos populations. Quant à la pandémie à coronavirus, malgré le déploiement de la vaccination dans tous les départements, le Congo n'est pas du tout épargné par l'augmentation du nombre de cas confirmés et la circulation des variants, notamment britanniques et indiens. Les départements de Pointe-Noire et Brazzaville demeurent toujours l'épicentre de la pandémie. Étant donné que Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, célébrera d'ici peu de temps son premier centenaire, aussi le bureau exécutif du conseil départemental et municipal a institué un comité d'organisation de ce centenaire et mis en place les commissions et sous-commissions. Car ce premier centenaire coïncide avec la fin du mandat du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, qui pour Jean-François Kondo doit être vécu comme un événement national d'envergure qui marquera les générations présentes et à venir. Notre ville Pointe-Noire, affectueusement appelé Ponton-Label, célébrera sous peu son premier centenaire. Conformément à la délibération 063 par DPN-CPL-CDM-BE du 2 juin 2021 déclarant l'année 2022
année du premier centenaire de la fondation de la ville de Pointe-Noire, le bureau exécutif a institué le comité d'organisation et mis en place les commissions et sous-commissions. Il a procédé le 8 septembre dernier au lancement des travaux préparatoires de ce grand événement qui sera célébré sous le signe de la solidarité active avec la participation de tous. Des réflexions se mènent pour arrêter le format, le meilleur, suivant lequel tout se mettra en place. Cette ville, havre de paix, très cosmopolite et chargée d'histoire, avec près d'1,5 million d'habitants et à tout égard une fierté nationale. Voilà pourquoi son centenaire, qui coïncide avec la fin du mandat du conseil départemental et municipal, doit être vécu comme un événement national d'envergure qui marquera les générations présentes et à venir. Ouverte ce 6 octobre, les travaux du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire prendront fin le 15 octobre 2021. Passons à autre chose à présent. TPT+, nouvelle version, votre chaîne panafricaine des diasporas vient de lancer dans une nouvelle dynamique de rigueur professionnelle une formation journalistique professionnelle à l'intention de ses agents qui en ont exprimé le désir, ainsi qu'à l'égard des jeunes Congolais qui ont postulé comme stagiaires pour apprendre le journalisme. Cette formation, lancée le 30 septembre 2021 dans la salle de conférence de rédaction de TPT+, durera 3 mois. Chief Chivongo et Christian Kwami nous proposent dans ce reportage le climat qui a prévalu lors de cette formation mardi 5 octobre 2021. Suivez. C'est pour concrétiser la vision patronale et servir au mieux le public panafricain en général, le public congolais en particulier, que la directrice générale du TPT+, nouvelle version, vient de mettre sur pied un vaste programme de formation professionnelle en vue d'une part de parfaire en ses agents la compréhension des services télévisuels, notamment les différents services techniques. Le matin, nous allons suivre une formation sur les programmes. Ensuite, souvent à la télé, mais on ne maîtrise pas. On peut avoir souvent la notion de programme, l'idée, mais on ne maîtrise pas ce que c'est le programme et quel est le rôle du programme. Ce sont des notions quand même très importantes. Personnellement, quand je partais de lors des activités pour le recouvrement, je me sentais comme un tabula rasa, une personne vide de connaissances. Quand les autres prenaient certains débats, j'étais vide de connaissances, je ne pouvais pas intervenir. Mais avec cette formation, je suis sûr que le lendemain, quand je repartirai lors d'un reportage, je saurais quoi dire. Et ça me ferait aussi bien un bon jour, un bon matin, si j'arrive au reportage, j'arrive à faire aussi le papier. Ça sera un grand plaisir pour moi. Déjà pour moi c'est un plaisir, je vais dire merci à la direction générale qui a bien pensé nous offrir cette formation. Bien que je sois du service de la production et des programmes, pour moi c'est vraiment quelque chose de bien. Je ne pourrais que être satisfait. D'ailleurs, je suis animateur télé, mais dans le domaine du journalisme, franchement, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Je rappelle également à toutes les personnes qui nous suivent que je n'ai pas appris ça à l'école et TPT+ m'offre cette opportunité. Ça ne peut qu'être quelque chose de louable. Ça me fait plaisir de participer à cette formation. Quand on est dans une administration quelconque, même n'est pas être journaliste, donc on exerce dans d'autres fonctions, mais quand une opportunité s'ouvre à vous, et donc on en profite. Voilà pourquoi je me suis lancée, non seulement dans le hasard, mais je me suis lancée pour se former et pour avoir une bonne formation. Déjà qu'on se forme sur l'État, et donc cela est plus avantageux pour nous. Et d'autre part, de former à part entière des jeunes Congolais qui ont postulé comme stagiaires pour faire carrière dans le journalisme. Là-dedans confondus, des postulants internes comme externes qui se verront formés en qualité de JRI, journalistes reporters d'images, au grand plaisir des stagiaires, vos futurs journalistes. Pour moi d'abord c'est une très belle opportunité parce qu'au départ je suis venue m'inscrire à TPT pour l'animation télé seulement. Mais arrivé à TPT, j'ai eu une autre dimension de la télé. Je me disais qu'être animatrice maintenant c'est un niveau trop bas pour moi. J'ai découvert beaucoup de choses, encore des avantages. Voilà pourquoi j'ai décidé de postuler pour le journalisme.
parce que j'ai vu que le journalisme épouse un peu ma personnalité avec ce que j'ai découvert. Et c'est ce que j'ai l'habitude de faire à la maison, mais sans savoir que c'était le journalisme. Là, j'ai vraiment une grande vision et je veux vraiment m'approfondir sur ce métier, apprendre davantage. Et ça, c'est vraiment une très belle expérience pour moi. C'est une très grande richesse pour moi, ce que je reçois. Surtout que c'est gratuit. Je remercie d'ailleurs la directrice générale d'avoir pris cette initiative. C'est vraiment une aide pour la population et ça aide aussi à réduire le taux de chômage dans le pays, je vais dire. C'est vraiment une très grande richesse pour moi que je dois exploiter, prendre en compte. Et je promets que vous ne serez pas dessus. Tout d'abord, on remercie la direction de TPT de nous avoir donné cette opportunité, de nous former en qualité de journaliste. En tout cas, c'est des bons moments. En tout cas, nous sommes là en train de se faire former pour demain aussi servir ce que la maison nous enseigne. Comment appliquer la rigueur professionnelle sans miser sur la formation professionnelle, à l'effet de rendre compétitifs les agents et par le fait même la chaîne TPT+, nouvelle version, au grand bonheur du public. En ce 4e jour de la formation, les participants ont été formés sur le module Gestion d'une grille de programmes audiovisuels. C'est par les soins d'Elios Boabé, directeur des programmes et de la production de TPT+, mais ici en qualité de formateur. Nous devons retenir une chose, que les médias ont 3 rôles principaux. Les 3 rôles principaux des médias. Il y a d'abord informer, former et distraire. Ça, c'est d'une manière conventionnelle le rôle des médias, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision. On peut ajouter d'autres aspects, mais c'est d'abord les 3 principaux rôles. Parce que quand on est devant un média, on s'informe à travers, comme vous avez dit, le journal, qui nous donne toutes les informations du monde, ou encore la température du monde. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi dans le monde entier? Est-ce qu'il y a eu des troubles dans certains pays? Il y a eu des dégâts, il y a eu ceci. L'information, c'est à travers les médias. C'est pour cela que je nous invite tous, par exemple, le matin. Il faut savoir toujours faire la prière du journaliste. Vous êtes journaliste, lorsque vous vous réveillez, la première chose, c'est d'abord suivre les informations. Avoir la température du monde. Le quoi de neuf, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxièmement, il y a la formation. À travers les médias, on se forme. À travers les émissions, à travers les documentaires, ce sont des sources de formation. Parce qu'à travers ces documentaires, à travers les émissions, on peut savoir beaucoup de choses. On peut avoir une culture générale. On se forme en suivant les documentaires, les émissions. Parce qu'à travers les émissions, ceux-là qui viennent sont pour nous les sources d'information. Ils nous donnent de la matière. Et les médias aussi nous permettent de nous distraire. Et je parle bien de la distraction saine, hein, parce que nous, par exemple, la TPT, nous arrangeons à proposer aux téléspectateurs une distraction saine à travers les films, à travers la comédie, les théâtres, pourquoi pas la musique. Parce qu'on s'arrange de telle sorte que tout ce qui est dépravation de mœurs dans la musique ne passe pas sur TPT. Au programme de cette formation journalistique qui va durer 3 mois, les futurs journalistes seront abreuvés sur la pratique du journalisme et sur les services connexes, entre autres le montage vidéo et le filmage, avec pour seul objectif servir le public dans les règles de l'art journalistique dans un environnement médiatique de plus en plus concurrentiel. Mystifiée, mal vue et parfois simplement ignorée, la culture et l'art ne sont pas souvent mises en avant dans notre pays, au point d'être quasiment reléguées au second plan et par les pouvoirs publics et par les citoyens qui n'y trouvent pas d'intérêt. L'art et la culture entre mystification et inculturation, c'est l'intitulé de ce reportage. Suivez.
le domaine de la culture a depuis des lustres été relégué au second plan. L'on dira même que les Congolais ne font véritablement pas attention à la culture de façon générale, en dehors du domaine musical qui sort un tout petit peu du lot et qui attire énormément de mélomanes. Pour ce qui est du reste, entendu, la peinture, la sculpture, la taxidermie, la poterie, la céramique et les autres arts. Le Congo étant un pays à majorité chrétien, la plupart des citoyens voient donc d'un mauvais œil certaines formes d'expression artistique que d'aucuns vont jusqu'à qualifier de maléfiques ou mystiques. D'où les artistes œuvrant dans ces domaines ont du mal à vivre de leur métier, surtout en ces temps dominés par la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus Covid-19. Tout ce que nous vendons ici, ce sont des œuvres travaillées par nous-mêmes. Ce sont des pièces, que ce soit des grandes statuettes, que ce soit des animaux, que ce soit des girafes ou quoi. Ce sont des pièces vierges. Je dis bien vierges. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui croient qu'il y a de magie. Non, ce n'est que la personne elle-même, quand tu l'achètes, il veut mettre quelque chose dedans. Là, d'accord. Ce que j'ai constaté, il y a une grande différence de vente d'objets d'art. Donc, nous n'avons pas vraiment la clientèle comme avant. Bon, selon moi, je trouve bien que c'est la maladie. C'est la maladie parce que beaucoup de Blancs sont partis. Oui, nos frères congolais achètent. Mais, pas comme dans les temps. Bon, nous vivons seulement par grâce à Dieu. Félix Makuiza, collectionneur d'objets d'art, déplore le manque d'intérêt dont font preuve les Congolais vis-à-vis de leur culture en général et des arts en particulier. L'art au Congo n'a plus sa valeur ancienne parce que ceux qui en fabriquaient sont nombreux qui ne sont plus avec nous. Et les fabricants ne tirent plus assez de profit. C'est surtout ceux qui viennent d'ailleurs qui favorisent un peu la connaissance de l'art. Parce que quand nous circulons à l'intérieur de notre pays, il y a très peu de sculpteurs dans les régions. Pour avoir passé plus de 60 ans de sa vie à collectionner des objets d'art sur toute l'étendue du Congo et ailleurs, Félix Makuiza entend voir la culture congolaise briller de mille feux et être connue de par le monde sans préjugés. Nous pensons qu'il faut relancer la connaissance de l'art à travers les expositions, à travers ce qui en reste pour que nous puissions tirer profit et de ne plus jamais faire disparaître ce que nous avons connu de notre temps quand nous grandissons. Voilà en ce qui concerne l'art. La culture et les arts portent l'identité d'un peuple, d'une nation. L'ignorer, la mettre de côté ou l'occulter, c'est perdre son identité culturelle, mais surtout perdre les repères des ancêtres. Nous nous plaignons tous ou presque des tas d'immondices qui jonchent les coins et recoins de la ville capitale économique. La poubelle dérange alors que sous d'autres cieux, la poubelle accompagne le développement. Le Congo, faire de la poubelle une opportunité d'affaires est l'objet de cet éditorial de Chiv Chivongo. D'après les analyses des économistes, ou en faisant simplement le rapport entre les indices économiques et l'inestimable richesse que regorge la mère patrie en termes de ressources naturelles, l'on se rend vraisemblablement bien compte qu'il y a un grand fossé. Comme pour dire que notre économie ne jouit pas de sa parfaite santé. Elle serait même en train de traverser une période d'agonie, causée semble-t-il par, d'abord, la baisse drastique du prix du baril de pétrole, et puis, aujourd'hui, l'anathème de cette agonie est jeté sur la pandémie à coronavirus Covid-19. Puisqu'il faut toujours, à tout prix, trouver une raison pour attribuer nos faiblesses, mais surtout notre paresse. Mais si vous pouvez vous donner la peine d'être quelque peu objectif, en l'occurrence nos autorités gouvernementales, l'on comprendra sans risque de nous tromper que parmi les vices qui rongent ou qui gangrènent, en effet, qui tuent l'économie congolaise, se trouve en bonne place la paresse. Mais qu'est-ce à dire, la paresse? C'est la tendance à éviter toute activité, à refuser tout effort consenti par les autres landas. C'est une disposition habituelle à ne pas travailler. C'est une nonchalance, une négligence des choses qui sont de devoir ou d'obligation.
La paresse, c'est se soustraire de tout effort physique et même intellectuel et spirituel. Si nous avons bien compris la définition de la paresse, alors que chacun, et bien plus particulièrement nos politiques, apprécient les ressources humaines congolaises, si nous ne faisons pas montre d'une paresse pathologique. Tenez, c'est un secret de Polichinelle, une vérité de la palisse. Le Congolais est généralement partisan du moindre effort, du sommeil et de l'assoupissement, adepte du favoritisme, promoteur de la corruption, de l'ethnicisation et de la tricherie. Il aime vivre des dents et a été qualifié vulgairement à juste titre d'ailleurs de Sopeka, Sombelangai, Pesangai, Kabelangai. Entendu, achète-moi, donne-moi, partage-moi. Hélas. En tout cas, le Congolais préfère s'adonner au montage des fiches, une méthode politicienne, pour prétendre plaire au chef en vue d'une nomination ou d'une promotion, que de briller par le travail pour atteindre le même objectif. La Congolaise, elle, préfère la moyenne, la promotion ou le recrutement sexuellement transmissible, que le dur labeur pour accéder au même résultat. Bref, si la paresse était un cancer, il est en train de ronger donc sérieusement notre classe politique. Elle, qui devrait justement barrer la voie à ce dangereux vice, l'a allègrement, malheureusement, adopté, ou mieux légalisé dans la mentalité collective congolaise. C'est pourquoi tous veulent devenir politiciens, aller à la fonction publique, devenu un refuge des paresseux, de l'enrichissement illicite, de l'enrichissement facile. Ils disent qu'il n'y a pas de travail alors qu'on peut entreprendre. L'on dira, tous les Congolais ne sont pas paresseux. Oui, mais vous serez d'accord avec nous que la majeure partie des Congolais semblent manifester les tares de ce virus, si on pouvait assimiler la paresse à un virus. Et comment ne pas, lorsque tous ou presque avions relégué le sens du travail, surtout du travail bien fait, du respect des process et de la méritocratie au second plan dans notre société, où désormais et davantage le culte du Nganda ou de cave et VIP passe avant le culte de l'entreprise. Le culte du boire a supplanté celui du travail. Que le gouvernement Makosso fasse de l'éradication de ce vice, la paresse, qui ronge depuis des décennies notre économie au-delà de toutes les raisons qu'on peut avancer, un cheval de bataille pour que vive la santé réelle de l'économie nationale, fort de tous nos atouts naturels. Pour réussir ce challenge, le président de la République doit inscrire ses collaborateurs, donc les ministres, à l'école de la fourmi. Sinon, vous l'aurez compris, il s'agissait donc de l'éditorial de Chief Chivungo qui a traité de la paresse, qui est un vice qui ronge l'économie congolaise. Revenons donc à ce que les Congolais se plaignent de tout. Tous ou presque des tas d'immondices qui jonchent les coins et recoins de la ville capitale économique. La poubelle dérange quasiment tout le monde alors que sous d'autres cieux, la poubelle accompagne le développement. Le Congo, faire de la poubelle une opportunité d'affaires, c'est l'objet de ce reportage de Chief Chivungo que nous suivons à l'instant. Dans notre pays, la poubelle est regardée comme une simple poubelle, une simple saleté qu'il faut gérer comme une saleté, sans plus, surtout en ces temps modernes. Car, à l'époque rudimentaire, la poubelle était gérée comme un atout. En effet, comme une ressource naturelle qui servait à faire du fumier ou mieux du compost pour nos jardins vivriers ou pour notre agriculture domestique qui était souvent située derrière chaque parcelle. Si bien que les parcelles et les rues de nos villages et villes étaient propres, puisque presque toutes les familles avaient de l'intérêt pour la poubelle. L'on dit souvent, pas d'intérêt, pas d'action. Justement, vous remarquez bien que les modernistes congolais n'ont pas d'intérêt pour la poubelle et donc plus d'action envers la poubelle. Voilà qu'elle a inondé tous nos milieux de vie, entendu, parcelles, ruelles et avenues, espaces publics, entreprises, écoles, marchés, bref, nous vivons dans l'extrême insalubrité, que des odeurs nauséabondes presque partout où l'on passe. Les modernistes ont préféré les engrais chimiques en lieu et place des engrais naturels, donc de la poubelle, cette véritable richesse. Et d'ailleurs, plus de jardins derrière nos maisons. Toujours à l'époque rudimentaire, on savait déjà faire le tri des déchets. On séparait ceux qu'on pouvait garder pour produire le compost et ceux qu'on pouvait brûler ou acheminer dans le bac à ordures municipal. Hélas, cette attitude écologique n'est restée plus qu'un vieux souvenir. À l'heure où l'humanité a plus que jamais besoin des mentalités écologiques
et bien plus du business écologique. Une mentalité verte exercera forcément des activités qui contribuent à la protection de l'environnement. Et parler de la poubelle, il nous semble qu'elle se présente davantage aujourd'hui comme une opportunité d'affaires qu'une simple poubelle, dont les odeurs repoussent les ignorants. Oui, l'homme meurt pauvre, faute de connaissances. Le management écologique voudrait qu'on parle désormais et davantage à cette ère de modernité et de forte industrialisation de gestion des déchets d'une poubelle. C'est là qu'intervient la politique du triptyque, tri, recyclage et valorisation des déchets. Car trier un déchet devient une ressource, une opportunité entrepreneuriale, s'il vous plaît, dans le principe de l'économie circulaire. Une économie fondée sur l'éco-conception, la réparation, le réemploi et le recyclage, et visant à réduire significativement les ressources naturelles utilisées ainsi que les dommages causés à l'environnement. Il nous faut inéluctablement développer l'économie verte, et le recyclage et la valorisation de la poubelle ont des effets directs sur la croissance économique et la création d'emplois. Une chaîne de valeur devrait être créée pour une gestion responsable de la poubelle, allant du ramassage aux produits écologiques transformés, en passant par le tri, le recyclage et la valorisation des déchets. Tenez, avec la poubelle, l'on peut obtenir le compost, l'énergie, une variété de produits recyclés à partir des déchets plastiques solides et même liquides. Vous pouvez compléter la liste. Comme quoi, rien ne se perd, tout se transforme. Entreprendre dans la poubelle offre un gisement d'opportunités d'affaires, car son champ d'action est bien vaste. Or que même nos gouvernants n'y voient que la poubelle et rien d'autre. Sinon, pourquoi cette richesse traîne-t-elle encore dans nos parcelles, nos quartiers et nos villes? Même les municipalités appelées à assainir nos communes ne trouvent aucune opportunité de développement dans la poubelle, si ce n'est qu'une simple dépense dérangeante. Tous, nous méprisons la poubelle. La poubelle, une opportunité d'affaires et de création d'emplois pour tout âge et tout sexe, encore ignorée au Congo, notre cher et beau pays. Parlons à présent de l'actualité au-delà de nos frontières. Hier mardi, le ministre malien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France après les propos jugés regrettables et inamicaux d'Emmanuel Macron à l'encontre de la junte militaire au pouvoir. Le président français a appelé plutôt à ce que l'État revienne au Mali. C'est un reportage signé France 24. Où iront les tensions entre Bamako et Paris? Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, a publié ce mardi un communiqué cinglant. Il qualifie les propos d'Emmanuel Macron d'inamicaux et désobligeants et l'a dit à l'ambassadeur de France qui l'a convoqué. Ces propos, le président de la République les a tenus lors d'une interview le matin même. Et donc l'armée française n'a pas à se substituer au non-travail, si je puis dire, de l'État malien. Il doit y revenir. Et donc nous nous reconcentrons, nous, à la fois géographiquement en termes de mission, sur la stricte lutte contre les groupes terroristes. Les relations entre Bamako et Paris se dégradent depuis l'annonce au début de l'été par Emmanuel Macron de la réorganisation en profondeur de la présence militaire française au Sahel, présence qui remonte déjà à 2013. À la tribune de l'ONU, le Premier ministre malien Choguel Maïga, entré en fonction début juin après le nouveau coup d'État dans le pays, avait même accusé la France d'abandon. C'est une honte, avait réagi déjà Emmanuel Macron. Les échanges verbaux inamicaux se poursuivent donc alors que parallèlement Bamako se tourne de plus en plus vers l'est, vers Moscou pour l'aide militaire. Ici la livraison d'hélicoptères. Bamako qui se tourne aussi vers la sulfureuse société paramilitaire russe Wagner, soupçonnée d'agir en sous-main pour le compte du Kremlin. Une présence de ces mercenaires serait incompatible avec le maintien militaire français au Mali, ne cesse d'avertir Paris. Après le Mali, direction l'Éthiopie où le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé mercredi la formation d'un nouveau gouvernement marqué par les remplacements des ministres de la Défense et de la Paix sur fond d'enlisement de la guerre dans la région du Tigré au nord du pays. C'est un reportage signé Africa News. Alors qu'il vient d'être réinvesti pour un nouveau mandat de 5 ans, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a procédé à quelques changements dans son gouvernement.
Plusieurs ministres ont été remplacés, mais pas n'importe lesquels. Le conflit dans la région du Tigré au nord du pays s'enlise et c'est un natif de cette région qu'Abiy Ahmed vient de nommer au ministère de la Défense. Et désormais, le ministre de la Paix, un poste clé dans les opérations humanitaires menées au Tigré, est occupé par un ancien responsable de la région Amara, région où se sont étendus les combats au Tigré. Et ce n'est pas tout, un autre dossier sensible, celui du barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil et qui est à l'origine de tensions avec l'Égypte et le Soudan. Là aussi, le ministère de l'eau en charge de ce dossier a subi des changements. Le nouveau ministre est un ancien directeur de l'eau en région Oromia. Et alors que les relations avec les partenaires occidentaux de l'Éthiopie se sont dégradées à cause notamment de la situation humanitaire au Tigré, Abiy Ahmed a décidé de conserver le ministre des Finances et celui des Affaires étrangères. En Europe, face à la publication d'un rapport accablant sur les abus sexuels commis au sein de l'Église catholique française depuis les années 1950, le pape François a ouvertement exprimé sa honte. C'est un reportage, encore une fois, d'Africa News. Le pape a exprimé sa honte au lendemain de la publication d'un rapport accablant sur les abus sexuels commis au sein de l'Église catholique française depuis les années 50. François avait déjà exprimé la veille son immense chagrin face à l'effroyable réalité de la pédocriminalité. Lors de son audience générale, le pape s'est tourné vers des évêques français présents au Vatican, avec lesquels il a prié en silence avant son discours. « Nous vivons un moment de honte », a insisté le pape. J'encourage les évêques, les autorités religieuses et aussi vous, chers frères, qui êtes venus ici pour partager ce moment, à faire tous les efforts possibles pour que de telles tragédies ne se reproduisent pas. Le rapport Sauvé, une vaste enquête sur les abus sexuels commis dans l'Église catholique de France, a mis en évidence des chiffres terribles. En l'espace de 70 ans, 3000 pédocriminels ont été recensés et environ 330 000 victimes. C'est donc sur ce reportage que nous mettons un terme à cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour ma part, je vous dis à bientôt, mais d'ici là, gardez l'esprit positif, car chaque jour est une vie.